La photographie naturaliste est un art relativement ancien. Les premiers maîtres de l'image de la faune libre et sauvage réalisaient des clichés à la fin du XIXe siècle. En 2022, soit plus de 100 ans plus tard, malgré l'apparition d'appareils de plus en plus performants, la façon de représenter la faune n'a pas autant évolué. Généralement, il ne figure sur l'image que le sujet immortalisé dans son environnement avec le souci de montrer la réalité des faits capturés par le photographe. À l'heure des réseaux sociaux, une impression de déjà-vu se fait ressentir devant chaque cliché. Est-il donc encore possible d'innover en photographie animalière ? Avant toute chose, il semble essentiel de faire un point sur les débuts de cet art et comment l'animal y a fait sa place. Pour nous en parler, Colette Morel, attachée de collection à la Société française de photographie, s'est chargée d'en retracer l'historique. Alors du point de vue de l'histoire de la photographie, si on se place un petit peu du tout début, on peut se rendre compte qu'il y a 3 enjeux principaux dans la représentation de la photographie des animaux. Le premier, c'est vraiment un enjeu technique, à savoir réussir à photographier un élément qui bouge, l'animal qu'on n'arrive pas à stabiliser. Donc on va voir notamment dans les premiers exemples de photographie, de Daguerre, de Talbot aussi, cette quête de fixer le mouvement en faisant justement des photographies d'animaux qui ne soient pas flous. Donc la première représentation qu'on pourrait dire des sujets animaliers, c'est vraiment de les utiliser comme des enjeux techniques pour prouver aussi la viabilité de certains procédés photographiques. Le deuxième enjeu, pour le coup, est un enjeu d'ordre artistique. L'idée de récupérer du genre animalier des codes artistiques qui légitimeraient aussi, de ce point de vue, l'art photographique. Donc ça, on va le retrouver notamment à travers les photographies des frères Bisson, qui étaient par exemple dans les années 1850 très proches d'une peintre naturaliste comme Rosa Bonheur. Et beaucoup de photographes, justement, vont prendre des photographies d'animaux, des chevaux en particulier, des bœufs aussi, pour justement prolonger le genre photographique qui vient en fait de propriétés artistiques, essentiellement picturales. Et le troisième enjeu, qui va être peut-être celui le plus producteur d'images, c'est celui de la photographie scientifique, où là on va trouver des photographies de spécimens zoologiques, donc dans des muséums d'histoire naturelle, des animaux naturalisés. Et par la suite, la grande question qui va un petit peu résumer l'ensemble de ces enjeux, c'est la fameuse question du galop du cheval qui va être un peu résolue par Muybridge dans les années 1870-1880, qui va aussi résoudre un enjeu qui serait celui de la représentation du mouvement des animaux et qui va croiser évidemment des questions scientifiques qui vont être reprises par d'autres photographes comme Marais, qui est beaucoup plus scientifique que Muybridge, qui est médecin, comme Albert Londres, qui a travaillé notamment à la Salpêtrière avec Charcot, et qui, ensemble, vont construire comme ça un énorme corpus de photographies de la locomotion animale qui, dans le début de l'histoire de la photographie, montre un petit peu ces 3 enjeux. Par la suite, on va commencer à constituer la photographie des animaux comme sujet avant que ça devienne une pratique et un genre spécifique bien plus tard au XXe siècle. Aujourd'hui, les techniques et le matériel de prise de vue ont drastiquement changé. L'encombrement et le poids des appareils photo ainsi que des objectifs ne font que diminuer et les boîtiers actuels permettent désormais de réaliser des clichés dans des conditions extrêmes. Il n'y a pas que le matériel qui a changé.
notre rapport à la nature a lui aussi bien évolué par rapport au siècle dernier. Les enjeux écologiques sont tels que les photographes qui sont sur le front de ces problématiques se doivent d'être exemplaires au travers de leur travail. Est-ce que le côté naturaliste et le côté artistique peuvent cohabiter dans la photographie animalière actuelle ? Frédéric Larrey, dont c'est le métier depuis plus de 15 ans et qui a récemment réalisé un film ainsi qu'un livre photo sur la panthère des neiges, a tenté d'y répondre. L'approche naturaliste et artistique sont difficiles à dissocier parce que moi j'aime bien construire des livres en fait. Et pour ça en fait il y a la préparation d'un propos, d'un message en fait. Donc il y a une histoire qui se construit et elle se base sur l'aspect visuel qui doit être construit. Et je pense un peu au lecteur qui va essayer d'oublier l'appareil photo et qui va se plonger complètement dans le sujet. Donc le propos artistique, c'est d'essayer d'avoir des lumières qui soient les moins dures possibles. Donc en général, je fais par exemple des images sans qu'il y ait du soleil. Donc c'est un parti pris, ça m'oblige à faire des pauses longues en photographie parce que j'ai peu de lumière. Et ça me permet en fait d'avoir une homogénéité dans le contraste et dans les couleurs qui font qu'on a beaucoup de panels de couleurs en fait. Ça peut paraître... Voilà, pour certains un peu étonnant de se dire moins de soleil égale plus de couleurs, mais en fait c'est ce que je recherche dans les lumières. Et puis après, la démarche naturaliste, elle est très importante aussi, puisque c'est mon hobby depuis tout gamin, hein. Depuis que j'ai l'âge de 10 ans, je m'intéresse à la faune autour de chez moi. Et puis ensuite, en partant en voyage, j'ai essayé de m'immerger dans des milieux. Et des fois, de bien comprendre des milieux lointains, ça m'a permis de mieux les comprendre près de chez moi. Le déboisement, par exemple, sur l'île de Madagascar, m'a permis de mieux réaliser le déboisement près de chez moi. Donc c'était une école importante et je ne peux pas m'empêcher d'essayer d'enquêter en fait, sur le terrain pour comprendre comment fonctionnent les écosystèmes, de quoi ont besoin les espèces, quelles doivent être les espèces aussi. Ici, on est sur une crête où il y avait tout un ensemble d'espèces, notamment des grands mammifères, et lesquels sont encore présents aujourd'hui et lesquels manquent. Quand on est photographe, on se doit de faire attention en fait, à l'écosystème, à ne pas piétiner n'importe où, surtout s'il y a des espèces, par exemple de la flore, qui sont sensibles. C'est quelque chose qui est très important pour moi de replacer un petit peu les choses dans leur contexte et du coup de construire un propos. Donc il y a une démarche naturaliste importante. Chaque année depuis 1964 se tient le Wildlife Photographer of the Year, le concours de photographie animalière et de nature le plus prestigieux au monde. Lors de son édition de 2017, cette photographie de Marzio Cabral a remporté l'un des prix les plus convoités du concours. Mais peu après l'annonce, alors que les expositions à travers le monde avaient déjà lieu, le photographe s'est vu retirer son prix. La raison, l'animal présent sur l'image était en réalité un spécimen empaillé. De cette photo, c'est Laurent Arthur qui en parle le mieux, ancien conservateur du Muséum d'histoire naturelle de Bourges qui a suivi le concours depuis une vingtaine d'années. Là, la photo du grand tamanoir, elle perd de sa valeur parce que quand on regarde une photo, on rêve. Enfin, cette photo, moi, m'a complètement bluffé. Alors, avant de faire cette photographie avec le grand tamanoir, il avait fait la même chose avec les termitières et uniquement les insectes qui allumaient leur petite lumière.
Et cette photo m'avait complètement fasciné, c'est-à-dire que c'est un autre monde, ça faisait une planète inconnue, quelque chose qu'on n'avait jamais vu. On se perd dans l'image. Si on apprend que c'est faux, ça brise le rêve. Alors on va au cinéma, tout est faux, ça ne brise pas le rêve. Mais une photographie, on s'y projette. Et prendre un animal naturalisé, qui était très bien naturalisé, puisque tout le monde a marché, et le jury est quand même composé de grosses pointures, qui sont soit des photographes de nature, soit des personnes qui travaillent dans le monde de la publicité. C'est des gens qui ont un regard sur l'image qui est quand même très fort. La photographie, c'est quand même quelque part du rêve. Alors, je ne sais pas si on l'a fait pour soi ou si on l'a fait pour les autres, probablement les deux, mais quand on trafique, on le sait soi-même. Et ça brise son propre rêve. Moi, je pense qu'un photographe qui fait ça, c'est autre chose. Je pense que les photographes, en fonction de la technologie qu'ils avaient entre les mains, on peut dire qu'ils avaient été très très loin dans le champ des possibles. Shiras faisait des photos tellement bonnes qu'on peut se demander en 1890 comment il arrivait sur un pauvre canot avec un appareil où il voyait son sujet à l'envers, la nuit, avec éclairé par des petites lanternes, comment il arrivait à sortir des images pareilles. Il a un lynx qui est sur le bord d'un lac. On n'aura jamais fait le tour des sujets à photographier. Il suffit d'avoir de l'imagination. Et je pense que c'est ça qui va faire encore la différence. C'est-à-dire que le matériel aura beau évoluer, il y aura toujours des gens qui auront des idées et qui auront la capacité de créer des nouveaux concepts. Et c'est ça qui est le plus intéressant, c'est ceux qui lancent les modes. Suivre la mode, il faut pas suivre le vent, il faut être le vent. Et les photographes, à eux, le défi de créer de nouvelles démarches, de nouvelles approches et de faire des choses qui n'ont pas encore été faites. Et il y a plein de choses qui n'ont pas encore été faites. Et parmi les photographes qui innovent, on peut citer par exemple le travail de Jim Naughton, qui réalise ces mondes colorés à partir de dioramas de muséum, ces petites scénettes représentant les animaux dans leur milieu naturel. Grâce au logiciel de photomontage, il change la couleur du décor afin de questionner son audience sur la déconnexion grandissante de l'homme face à la nature qui l'entoure. On peut également compter cette création de Stephen Wilkes qui nous montre la savane du Serengeti, de jour comme de nuit, foulée par les animaux en migration. Son procédé est simple, il réalise des clichés nuit et jour en prenant soin de ne jamais changer l'appareil de place et combine ensuite toutes ces images en une grâce aux outils de montage. Par ce type de photo, il permet de rendre compte des différentes ambiances que peuvent parcourir un même lieu à des instants différents. Enfin, le photographe Xavier Bou, qui puise son inspiration dans les clichés de Muybridge et Marais, s'est fait pour spécialité de réaliser ces images très graphiques. À l'aide d'un matériel de prise de vue sophistiqué, il effectue de longues rafales et compile ensuite toutes ces photos en une et révèle ainsi l'harmonie naturelle des vols d'oiseaux. Avec son travail, il invite à prendre le temps et apprécier ces moments, aussi succincts soient-ils. Ce qui lie ces trois photographes, c'est leur utilisation assumée de logiciels de montage, ainsi qu'un choix délibéré de ne pas montrer la réalité. Il existerait deux pratiques dont l'animal serait le sujet principal. La photographie naturaliste, telle qu'on se la représente aujourd'hui, où l'animal est libre et sauvage, dans son milieu et représenté comme tel. Et il y aurait une photographie animalière que l'on pourrait qualifier de plasticienne. Le sujet reste l'animal, mais la création photographique implique un détournement de la réalité. La méthode choisie quant à elle peut être multiple. Finalement, la photographie plasticienne ne serait-elle pas l'avenir de la représentation animale en photographie ?